Eh bien voilà, mesdames et messieurs, convergence et révolution culturelle. Aujourd'hui, un thème extrêmement important. On a déjà commencé avec ça depuis longtemps. On a découvert beaucoup de valeurs de chez nous. Donc, valeurs de chez nous, énième partie. Cette fois-ci, on va découvrir quelqu'un d'extraordinaire. D'où cette pensée du jour. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Parce qu'elle est mignonne, elle est jeune, elle est encore enfant, mais elle est écrivaine. Et ça nous surprend, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Ambiance festive parce qu'on vous restitue la cérémonie qui avait eu lieu le 4 ou le 5 décembre. Non, le 4-5 novembre, voilà, on nous rattrape. À la mairie centrale, nous avions découvert, émerveillé, une écrivaine, donc des talents de chez nous que nous allons découvrir ici. En fait, on va discuter autour de l'écrivaine elle-même, la grande dame écrivaine, parce qu'elle est entrée dans la cour des grands, hein, baptisée par Pierre Ntsemou, le Saint-Pierre des mots lui-même, sinon par Fidèle Biakoro, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau dans l'œuvre littéraire. Et nous étions témoins tout ce jour-là, mais c'était tellement magnifique qu'on ne pouvait ne pas venir sur ce plateau, partager ces moments avec vous. Tout le long de cette émission, que vous aurez visiblement en deux parties, parce qu'il y a à boire et à manger, nous allons avoir des regards croisés sur l'auteur elle-même, l'écrivaine, la jeune demoiselle, la dame, la grande dame d'ailleurs. Puis, nous jetterons un coup d'œil sur son œuvre, en 2 temps 3 mouvements, pour passer tout notre temps à creuser la problématique posée par elle, ce qu'elle a soulevé, a osé poser sur la table, pour que vous et nous puissions comprendre et que nous puissions en tirer les conséquences qui s'imposent. Mais tout de suite, pour que vous qui n'aviez pas pu vivre l'événement, vous ayez une idée de ce qu'elle avait pu écrire, Dixon Klaus, est-ce qu'on peut lire quelque chose pour édifier les uns et les autres sur la plume d'Henriette Christella de Lourdes Mukasa Ngala, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Très bien. Alors, ici, c'est Claude, hein, Claude qui parle, un des personnages justement de l'histoire racontée. On fait tout cela pour que tu réussisses dans la vie. Je vais t'expliquer comment j'ai grandi, puisque demain, tu pars pour la France. Quand j'avais ton âge, je partais à l'école, à pied, parce que je n'avais pas d'argent pour payer le transport. Mon père ne gagnait pas assez. Ma mère, à laquelle tu ressembles, était décédée. Quand j'étais très jeune, un jour sur le chemin de l'école, un vieux m'interpella et me dit « Pourquoi marches-tu avec des chaussures abîmées? Et où vas-tu avec ses vêtements déchirés ?» Je lui ai répondu que mon père n'avait pas assez d'argent pour m'offrir de beaux vêtements et des chaussures de qualité. Il a trop de charges. Alors il me dit que j'étais un jeune courageux et chanceux et que je devrais épouser une femme riche et intelligente. Voilà un jour encore, pendant que j'allais à l'école, j'ai rencontré ta mère. Elle était très belle et j'eus de la peine à la regarder et à la border. C'est Claude qui parle. Alors, on acclame. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, la plume, elle est de Christella, qui est sur ce plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment elle se sent? Bien. Voilà, vous êtes entrée dans la cour des grands, Christella. En fait, aujourd'hui, on ne fait pas une deuxième présentation de votre livre, puisque ça a été fait à la mairie centrale. Nous allons d'ailleurs, tout le long de cette émission, pour les téléspectateurs, leur restituer l'événement par des séquences, pour ceux qui n'avaient pas vécu ça. Mais si on vous posait la question de savoir qui êtes-vous, pour que les téléspectateurs vous comprennent, saisissent et sachent à qui ils ont affaire. Parce que ici, la valeur de tout message dépend de la qualité du messager. Alors, chère écrivaine, présentation. Bah, moi, je m'appelle Henriette, j'ai 16 ans et... Vous êtes élève? Je suis élève, oui, élève. Et personnellement, je suis une personne très timide et renfermée, qui ne parle pas beaucoup. Qui ne parle pas beaucoup.
Voilà, tout est dans cette réponse-là. Timide et réservé, qui ne parle pas beaucoup, mais c'est déjà une facture. Mais vous êtes élève de quelle école? De Anne-Marie Javoué. Anne-Marie Javoué. Quelle classe? Première. En première, donc, à Anne-Marie Javoué. Christella Henrietti de Lourdes, Munkassa Ngala. C'est d'elle qu'il s'agit sur ce plateau. Et vous aurez compris, la lecture a été faite par Dixon. Pour que les uns et les autres aient l'idée de l'œuvre de cette écrivaine, pas comme les autres. Hein? Vous avez vu la pensée du jour, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Alors, tout ce monde est là pour une sorte de regard croisé afin que nous puissions décrypter l'auteur. Alors, Fidèle Biakoro, vous qui êtes vieux routier de la littérature, ça existe comme ça peut arriver, des écrivains, mais discrets, timides, qui ne parlent pas beaucoup. Oui, il est possible parce que par la nature de l'homme, on ne peut pas. Il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens qui sont extravertis. Et puis, deuxièmement, c'est une jeune fille qui passe pour la première fois dans la cour des grands. Et quelle cour de grands? Moi, j'appelle ça la fratrie des hyènes, qui est la littérature congolaise. Ah oui. Donc, ce n'est pas facile de pouvoir rentrer dans cette forêt et de découvrir et les hyènes, et les loups, et les renards, et tout le reste. Je crois qu'il faut l'habituer, il faut l'amener, il faut la traîner. Il faut qu'elle devienne plus courageuse que timide. Oui, il y a aussi cet aspect où être timide, dans son cas, c'est pas un défaut. Hein. Non. C'est certainement une qualité parce que c'est ça aussi son état, son tempérament, sa façon d'être qui au finish l'a conduite comme ça là, à écrire. N'est-ce pas le père, vous qui êtes aumônier de Javoué, vous la connaissez mieux que nous. Alors qu'est-ce que vous pensez déjà de cette introduction de votre fille? Ok, voilà, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Effectivement, la qualité de la production de quelque chose à l'extérieur passe d'abord par une méditation à l'intérieur. Et donc, une meilleure extériorisation, à mon sens, passe nécessairement d'abord par une qualité introspective et une qualité de méditation des choses, de vécu des choses à l'intérieur afin de pouvoir les extérioriser. Je pense que dans ce cas, c'est effectivement de quoi il s'agit. Et nous savons aussi que l'expression est une chose, l'écriture aussi est une autre. C'est vrai. Donc, chacun de nous a son... Est-ce que de ce côté-ci, l'équipe de Convergence et Révolution culturelle a déjà aussi son point de vue sur cette entrée de l'écrivaine? Il y a un paradoxe quand même. Elle est chrétienne. L'apôtre Paul disait à Timothée que l'esprit qui nous a été donné est l'esprit de force et non de timidité. Alors, pourquoi nourrir cette timidité? Pourtant, vous êtes chrétienne, je vous vois avec votre père, entre guillemets, spirituel, je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Pourquoi cette timidité? Est-ce que le père n'arrive pas à combattre la timidité de sa fille qui, pour moi, demain serait, ou sinon sera, une grande dame demain? Surtout que lorsqu'on est écrivaine, on doit être courageuse pour pouvoir affronter le public. Oui, le père a une réponse certainement, mais je peux aussi me lancer? Ok. Bon, mais on va dire une chose, mesdames et messieurs, on aime cette question-là. C'est justement pourquoi il y a ce plateau ouvert, pour que nous comprenions à qui nous avons affaire, pour que nous puissions apprécier la jeune écrivaine à sa juste valeur. Vous savez, parlons de timidité, de l'introversion et tout ça, mais que dirait-on de Einstein lui-même, qui à son époque, à l'école, n'arrivait même pas à lire? Il n'était pas chrétien, Einstein. Non, mais attends, on est en train d'analyser la situation. Okay, parce qu'on n'est pas l'église non plus. On n'est pas l'église. Mon père, est-ce que ça change quelque chose d'être chrétien, de ne pas être chrétien sur le tempérament des uns des autres? Je pense que c'est d'abord une question de tempérament naturel qui n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien ou pas. Parce que le fait d'être chrétien, c'est d'abord c'est un acquis, c'est un fait social. Tandis que le caractère relève du naturel. Et donc, il va de soi qu'il y a des personnes
qui sont naturellement timides, et je pense que j'en fais partie moi aussi, ça ne veut pas dire que nous cultivons la timidité à Javoué, mais cela veut tout simplement dire que c'est un trait de caractère qui est naturel, bien sûr, qui demande à être équilibré. Il ne s'agit pas de passer de l'introversion à l'extraversion, parce qu'un autre problème va se poser. Il faudrait maintenant passer de l'extraversion à une introversion. Là, il faut trouver le juste milieu. Et je pense que des occasions comme celle-ci sont là justement pour permettre, n'est-ce pas, de libérer la parole. Oui, et Christella va avoir certainement quelque chose à dire, mais c'est aussi l'occasion de dire qu'il y a courage et courage aussi dans la société. Christella. Et moi, ce que je pourrais rajouter à cela, bien sûr j'aime Christian après, mais ce que je pourrais rajouter, c'est que à son image, moi aussi j'étais très timide au départ, et le fait de côtoyer des personnes, d'avoir ce genre d'opportunité m'a permis de m'ouvrir un peu plus. Maintenant, moi, si je peux aller un peu dans le livre, ce qui me surprend, moi, c'est qu'une jeune fille, une jeune demoiselle de son âge, 15 ou 16 ans, si je ne me trompe pas. 16 ans maintenant. 16 ans maintenant. Donc, quand elle débute les livres, elle a peut-être 13 ans, 14 ans. Voilà. Une jeune demoiselle de son âge qui arrive à écrire une histoire aussi dramatique que celle-là. Maintenant, la question qui me vient à me poser, c'est est-ce que c'est purement fictif ou ça résulte de quelque chose que vous avez vécu vous-même, mademoiselle? Tout d'abord, ça résulte de quelque chose parce que moi, de base, je suis une personne, je vous ai dit, renfermée. Donc, du coup, dans le livre, vous pouvez comprendre qu'au début, c'est un peu compliqué pour la fille. Et après, ça amène à d'autres choses, cette partie compliquée. Donc, comment je peux dire? Vous avez vécu ça, ce que vous décrivez dans le livre, ou bien vous avez seulement imaginé? Non, dans le livre, on parle d'harcèlement scolaire que j'ai vécu. Ah, c'est quelque chose que vous avez vécu? Oui, que j'ai vécu et dont j'ai souffert. Donc, du coup, on peut dire que ça parle un peu de ça, et après, c'est de l'imagination. Très bien. Donc, c'est parti sur des bases réelles, sur une certaine vérité, et puis elle a assaisonné avec sa touche d'écrivaine. Arnette, fidèle sur cet aspect? D'accord, déjà, j'aimerais encore un peu plus découvrir notre auteur qui est là. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, dès qu'on parle de Christella, elle aussi, elle réagit. Voilà, oui, on a deux Christella sur ce plateau. On a deux Christella. Mais donc moi, ici, Henriette ici et Christella là. Voilà. C'est ça. Pour les départager. J'aimerais m'adresser à Madame Henriette. Elle a dit, elle est timide de nature et tout, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui s'interrogent, comment est-ce que vous vous comportez en classe? Est-ce que en classe, vous êtes une intello, celle qui a toujours les bonnes notes dans tout, ou alors vous êtes un cancre qui est derrière la classe et par son imagination, elle arrive à sortir et à nous produire ça? Comment est-ce que vous êtes en classe? En classe, on peut dire que je suis plutôt... Une intello, avec les lunettes, ça se voit. Une intello avec les lunettes, oui. Bon, un peu au fond de la classe, la fille cachée, pour ne pas que les profs remarquent, pour ne pas envoyer au tableau, donc je suis un peu comme ça. Mais je suis une intello. Ah, ça se voit. Moi, je... Et voilà, ça c'est magnifique. Maintenant, toujours avec Madame Henriette, ça c'était dans le domaine scolaire. Oui. Malheureusement, les parents ne sont pas là. Si vous montez, ils seront. À la maison, comment est-ce que vous vous comportez? C'est vrai que vous êtes une dame qui est renfermée à la maison. Qu'est-ce qui vous occupe? Parce qu'aujourd'hui, les adolescents se plongent dans leurs écrans, ils gaspillent leur temps alors que c'est très précieux. Mais comment vous vous comportez à la maison? Est-ce que vous vous plongez dans les bouquins? Est-ce que vous trouvez des trucs pour méditer? Comment est-ce que vous êtes à la maison? À la maison, je suis souvent dans les bouquins et souvent sur le téléphone, les deux. Souvent dans ma chambre avec le téléphone et bon, chaque chose à son temps, téléphone, bouquin, donc les deux on peut dire. Donc c'est une intello, ok, merci beaucoup. Il faut ajouter des bouquins, il faut ajouter les leçons prises à l'école, les cahiers donc. Ah oui, parce qu'il y a bouquin, ça c'est donc, on bouquine donc pour l'école, pour les leçons apprises là-bas et tout ça, là c'est bien. Monsieur Alexis, si vous me permettez, je vais vous arracher la parole. Moi j'aimerais plus savoir, est-ce que en tant qu'écrivain, fille à la maison, camarade de classe, est-ce qu'il y a des choses qu'il y a en vous
cachée que vous ne dites à personne, même pas à vos parents? Est-ce qu'il y a une deuxième face ou une face cachée de vous-même que vous pouvez reconnaître qu'il y a des choses que je ne dis pas à tout le monde, je ne dis même pas à mes parents? Non, perso, il n'y en a pas. Hein. Bon, il n'y en a pas. Si vous permettez, moi Oui. j'ai suivi l'interview de votre père lorsqu'il était en train d'être interviewé, lorsqu'on voulait connaître un peu sa réaction. Il dit, bon, au début, excusez, je vais lire ces mots, il a dit, le père dit, c'est un passe-temps. Donc je pense que madame ici avec nous, c'est quelqu'un qui s'est certainement confié à son père, et papa, comme la plupart de nos papas, il se dit, bon, c'est un passe-temps, ça ne va pas durer. Mais aujourd'hui, on a ce résultat-là. Donc pour nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est important d'avoir cette bonne relation. C'est vrai que d'avoir cette bonne relation avec ses parents. Et pour chuter sur ce que je suis en train de dire, ce qui est glorieux en ce moment, c'est qu'elle ne s'est pas seulement limitée. À un moment donné, dans l'interview, toujours le père dit, après, c'est comme s'il a pris conscience à un moment, il se dit, ah ouais, ce qu'elle est en train de faire, c'est quand même intéressant. Et à ce moment, il a commencé à joindre ses contacts, il a commencé. Donc c'est très important pour les parents aussi de prêter attention à ce que les enfants vous disent, à ce que les enfants sont en train de faire. Moi, j'ai puisque les questions vont tous azimuts, lorsqu'on écrit, lorsqu'on parle, on communique, je vous vois très, d'ailleurs vous l'avez dit, vous êtes timide, silencieuse, mais vous avez un esprit très loquace. Quand je lis, je me rends compte que vous écrivez pour qui? Vous parlez pour quoi? Est-ce que vous avez envie de changer les choses? Est-ce que vous avez envie de sensibiliser? Vous écrivez pourquoi? J'écris pour dénoncer nos vilains comportements de nous les jeunes, les comportements que les parents ne voient pas, les comportements qui se cachent un peu derrière nous. Donc j'écris pour montrer un peu tout ça aux parents, aux gens qui ne voient pas ça. Est-ce que vous avez le courage de parler directement aux amis lorsqu'ils se comportent mal, ou finalement pour vous l'écriture devient Votre âme, en fait. un moyen de dire ce que vous ne pouvez pas dire aux autres directement? Oui, l'écriture devient pour moi une façon de communiquer, une manière de parler, parce que de base, de face, je peux pas dire non, ce que tu fais, genre c'est pas bien, je peux pas dire ça. Donc je reste là, je regarde, j'observe, après je vais écrire de mon côté pour faire comprendre. Justement, dans ce sens, excusez-moi, les questions sont en train de s'enchaîner, enchaîner. Quand vous dites que vous avez le besoin, le souci de dénoncer ce que les enfants, ce que la génération fait derrière le dos des parents, et que lorsque vous voyez une action, vous vous contentez d'observer, de ne pas parler, ensuite d'écrire. Mais ne croyez-vous pas que pour une personne qui veut réellement changer les choses, vous ne devez pas vous limiter tout simplement à l'écriture? Parce que, certes, l'écriture est votre façon de parler, mais reconnaissons-le, si véritablement votre cible, c'est la jeunesse, notre jeunesse aujourd'hui, excusez-moi de le dire, on ne lit pas beaucoup. Et pour une personne qui veut réellement changer les choses, pourquoi ne pas passer par la parole et dire clairement que là, ça ne marche pas, changeons ceci? Mais parce que moi, quand je parle aux autres, peut-être, ah non, ce que tu dis, c'est pas intéressant, arrête, tout ça. Donc, ils vont pas m'écouter. Donc, c'est mieux d'écrire, parce que quand je parle, personne n'écoute. Mais permettez le livre. Oui. Oui, une dernière question de ce côté, puis nous on vient de ce côté-ci. Le livre ne dénonce pas seulement le comportement des élèves, de comment, mais dans le livre, on parle aussi de l'irresponsabilité. Non, l'irresponsabilité des parents. Je pense que madame ici aussi a voulu faire prendre conscience aux parents qu'il arrive à des moments, parce que l'histoire, c'est une dame qui va à l'étranger, qui va faire ses études, elle arrive là-bas, elle rencontre des difficultés. Après, c'est une grossesse. Moi, je pense qu'à ce moment, permettez, il y a eu l'échec. Il y a eu échec par rapport à l'éducation qu'elle a reçue des parents. À ce moment-là, vous êtes en train de dénoncer, si je peux dire, l'éducation, ou de remettre en question l'éducation que nous recevons de nos parents. Est-ce que c'est moi bien? Sur ce point, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Oui, c'est quoi? Excusez-moi, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça parle d'une demoiselle, c'est après le bac. Non, après le BPC. Après le BPC, qui quitte de chez elle et qui va en Europe. Non, c'est pas qu'elle Une fille, pour que ce soit clair. Les parents l'envoient en Europe. Oui. Ce qui veut dire que pour un enfant que je sais que je quitte de chez mes parents
qui m'envoie en Europe pour que j'aille réussir. Ce qui veut dire que quand je quitte ma maison, je deviens ambassadeur de ma famille. Je deviens ambassadeur de l'éducation qu'on m'a donnée à la maison. Et si jamais mes propres erreurs, mes propres comportements me ramènent à avoir une grossesse, est-ce que ce sera la faute des parents? Mais il faut noter pourquoi condamner les parents lorsque nous savons parfaitement bien qu'on nous a éduqués à la maison? Très bien, on va revenir sur cet aspect. D'accord, on reviendra sur cet aspect, mesdames et messieurs, pour savoir, en définitif, que doit-on retenir? Qui est responsable quand cet enfant parti pour étudier, attrape une grossesse, se retrouve dans des gangs et tout ça? Qui est coupable? Est-ce que ce sont ses parents qui l'ont envoyé en Europe continuer ses études, ou c'est elle-même? Ça, on reviendra pour voir. Alors, de ce côté, on a entendu plein de choses. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2 temps 3 mouvements sur ces aspects-là? Moi, je voudrais regarder un peu les choses au niveau de l'écriture. Au niveau de la morphogenèse de ce que l'écrivain a publié, je crois que nous avons suivi tous qu'elle est timide, introvertie. Mais à partir du livre, à partir de la pièce... Mais ce n'est pas des péchés, hein? Être timide, introverti, c'est des qualités pour les écrivains. Ça, on doit le souligner. Et le père Yannick l'a dit qu'il est timide, mais pour autant, il n'est pas réellement timide. Il s'explose quand il prend la parole. Moi, je voudrais dire aux téléspectateurs que le fait d'écrire pour mademoiselle Henrietti, c'est une catharsis. C'est une catharsis dans le sens que elle a tout accumulé. Elle vient de le dire tout à l'heure que quand je parle aux amis, on ne m'écoute pas. C'est clair qu'on peut Donc pas... la parole dont on parlait tout à l'heure, c'est la parole écrite, où elle s'émeut, où elle explose, parce que c'est là où on va l'écouter. C'est là où elle va avoir un public assez large. Et le message est universel, pas seulement pour le Congo, mais pour ailleurs. C'est là où surtout les parents qui vont lire son livre vont savoir ce que les enfants font derrière leur dos là-bas, sans qu'eux ils sachent. N'est-ce pas, mon père? Oui, effectivement, j'allais aussi réagir par rapport à l'un ou l'autre point. Tout d'abord, au niveau des choix que peut faire un auteur, un écrivain, sur son approche littéraire, cela relève tout d'abord d'un récit fictionnel. C'est d'abord une fiction, et donc qui a été mise ensemble, un certain nombre d'éléments sont mis ensemble pour construire une intrigue, construire une histoire. Et à travers cette histoire maintenant, il y a un certain nombre de thèmes qui sont développés. Il y a bien sûr l'irresponsabilité de la jeunesse, il y a la responsabilité des parents. Et maintenant, qui est plus responsable que qui? Je pense que la question ne se pose peut-être pas à ce niveau. La question se pose peut-être de se voir quel est l'impact que nous pouvons avoir sur la société, sur le monde d'aujourd'hui et sur le monde de demain. N'oublions pas que le livre, je me rappelle, je pense que c'est Julien Green qui le dit, c'est une fenêtre par laquelle on s'évade. Et donc, on s'évade d'abord pour échapper, je dirais, aux vicissitudes du monde, de la vie, les difficultés à rentrer en contact avec les amis, les camarades. Et maintenant, le livre devient comme un moyen d'expression, une manière, n'est-ce pas, de traduire autrement pour un autre public, parce que le lecteur peut dépasser le cas de la personne qui est devant moi, comme c'est le cas. Ce n'est plus directement à l'élève à qui je peux m'adresser pour dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais plutôt à un public anonyme, beaucoup plus vaste et atemporel, parce qu'un livre est fait pour l'éternité. D'accord, donc mesdames et messieurs, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger dans ce que Henrietti a écrit et donc ce que tout ce beau monde est en train d'analyser. Mais le livre avait été présenté donc le 4 novembre, n'est-ce pas? C'est ça, le 4 novembre courant, donc à la mairie. Et il y avait eu un certain Pierre Tsemou, le Saint-Pierre des mots, sinon Fidèle Biakoro sur ce plateau. Pour ceux qui avaient raté ça, Fidèle Biakoro a en tant que critique littéraire, analyste, hein, parce que il fallait que Fidèle enlève sa casquette de grand critique littéraire. On avait affaire à un bébé qui venait de naître, donc une nouvelle venue, elle est mignonne, elle est minuscule, elle est tout ça, mais il ne fallait pas lui servir du piment. Il fallait tout de même pas chercher des poux sur une tête chauve. Alors cela dit, ça c'était seulement pour que vous ayez une idée, mais on revient sur la problématique telle qu'elle est posée. Alors, Henrietti,
ça pouvait être aussi parler des érosions de Ngamakoso, ou bien de Pointe-Noire, ou bien des mamans du quartier qui se battent souvent, ou bien des querelles de voisinage, je voulais dire aussi, ou bien des difficultés des uns des autres, ou bien des échecs scolaires dans nos écoles, ou bien de ces enfants-là, vous savez, non, lycée technique contre lycée général, hein, vous voyez, non, ils n'aiment pas se rencontrer dans la rue. Mais vous avez situé le truc carrément en Europe, n'est-ce pas? Et avec des gangs, avec des signes distinctifs des gangs, avec tout ce qui va avec. Alors, qu'est-ce qui vous a fait envoyer vos personnages en Europe comme ça, là? Comme je vous ai dit que c'est un peu inspiré des faits réels, donc moi, après mon admission à l'examen du premier cycle, mes parents m'avaient promis d'aller en France. Moi, je ne voulais plus rester ici de mon école. Non, j'ai dit non, moi, je vais aller en France. Après un moment, après avoir eu mon examen, ils m'ont dit non, tu pars plus, tu restes. J'ai dit, oh, pourquoi je vais rester? Non, tu pars plus, tu restes. J'ai dit, d'accord. Ok, du coup, j'ai commencé à tomber dans des dépressions parce que je ne voulais plus rester. Donc, je me suis imaginé, genre, si je vais et je rate ma vie, en gros, là-bas, c'est ça. Le harcèlement que j'ai subi ici, est-ce que je vais le subir là-bas? Donc, en gros, c'est ça après que j'ai un peu développé avec de la science-fiction. J'ai une question. Extraordinaire. Mais commençons par apprécier d'abord. Ah oui, c'est une projection de soi. Parce que là, ça nous ouvre une fenêtre sur l'inspiration. Et puis, mon père, je sais que ce camp-là a beaucoup de choses à dire. Il y a quelque chose qui est sorti ici. Les parents promettent. L'enfant se bat, s'admet, et voilà, ils retournent leur veste. Ils disent, tu ne pars plus. Alors, quand ça arrive dans les familles, dans la maison, quelles sont les conséquences? Alors, les conséquences sont... Parce que pour elle, c'est l'écriture. Voilà. Elle s'est révoltée, elle s'est évadée dans l'écriture. Voilà. Mais quelles sont les conséquences chez d'autres qu'on peut imaginer? Déjà, je voulais justement saluer cette réaction parce que c'est véritablement une projection de soi. L'imagination essaye de voir ce qui aurait pu se produire. Exact. Mais un retour positif en se disant, si j'étais parti et que j'avais échoué ma vie, est-ce qu'il y a un scénario que je peux imaginer dans ce sens-là? Et là, nous voyons effectivement jusqu'où peut aller, n'est-ce pas, cette projection-là. Maintenant, pour revenir aux promesses. Alors, les psychologues le disent. C'est le nœud du problème, là. Voilà, les psychologues le disent, c'est clair. Bien sûr, le proverbe français dit « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Mais les psychologues sont formels là-dessus. Il ne faut surtout pas faire des promesses aux enfants. Il ne faut surtout pas faire des promesses, surtout quand on sait qu'on ne peut pas les réaliser. Une surprise vaut toujours mieux qu'une promesse mal ou peu ou en partie tenue. Mais heureusement, je vois que Henriette a pu puiser à l'intérieur d'elle-même pour surmonter cette difficulté-là et la transformer en quelque chose de positif. Parce que pour elle, ça a été un choc. Voilà. Ça a été comme si on l'avait trahi. Exact. Ouais. Donc une sorte de projection, mais qui est aussi comme une sublimation, parce que là, un événement traumatisant est capitalisé pour devenir quelque chose de positif, un ressort pour rebondir. J'espère qu'elle ne va pas bondir de sa chaise là maintenant. Non, ça c'est vrai. Elle a déjà bondi et même elle est allée très haut avec ce livre qui finalement, heureusement pour nous, mesdames et messieurs, ce sont ces mêmes parents qui, au finish, comprennent la fille et l'aident, hein, l'accompagnent dans sa vision, n'est-ce pas, jusqu'à ce que ce livre-là, qui était un rêve pour elle, devienne maintenant une réalité et qu'on puisse la voir comme ça. C'est grâce à papa et maman, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que même si au départ, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon, s'il n'y avait pas eu cette promesse non tenue, peut-être qu'il n'y aurait pas le livre. Mais en tout cas, après, les parents se sont rattrapés. Mais on les aura ici prochainement pour justification. Ce n'est pas bien de promettre et de ne pas réaliser. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, avant que ce camp-là ne parle, une anecdote, on est avec des amis en cause. Il y en a un, son enfant revient de l'école. Hein, donc son enfant revient de l'école, et puis on va sortir, il dit à son fils, bon, reste tranquille, ne me suis pas, je vais te ramener quelque chose, il dit quelque chose là. Mais l'enfant continue de suivre. Bon, nous les amis, on dit, mais non, il faut repartir et tout ça. Mais lui, il insiste, si bien qu'on vient vers l'enfant, mais qu'est-ce qui ne va pas? Papa va t'acheter ceci.
et il dit papa il ment toujours. Oui, il dit papa il ment toujours. Mais il faut qu'il donne maintenant parce que quand il sera parti à son retour, il y aura que des explications. Alors, réaction par rapport à ça, rapidement. On va voir aussi d'autres aspects de... Oui, mais moi j'ai... Allez-y. Oui, je vais effectuer une nouvelle immersion dans le livre. Un auteur disait que ce qui existe dans le livre d'un écrivain n'est que le dépôt de son esprit. Je regarde Madame Orietti, je lis le livre, j'essaie d'entreapercevoir son âme culturelle, son esprit, ses influences. Il y a une psychologie gestuelle lorsqu'elle parle. Je suis un observateur de la société, je vois que lorsqu'elle parle, elle fait ça. Et quand je regarde dans son livre, je vois qu'il y a le nom Kalash. Il y a le nom Louane. Est-ce que vous avez des influences hip-hop? Est-ce que la musique, rap, ou encore de façon générale, le hip-hop vous intéresse? Pourquoi Kalash? Nous connaissons tous le rappeur français qui s'appelle Kalash Criminel. Nous connaissons la chanteuse française qui s'appelle Louane. En tout cas, vous connaissez, hein? Parce que Louane. Et moi, en tout cas, Kalash et les autres, oui. Je pense que les téléspectateurs nous suivent. Lorsqu'elle parle, je vois qu'elle fait ça. Ouais, on a l'impression qu'elle a des influences de rap. Le rap, le hip-hop, la musique. Parce que papa et maman aimeraient aussi savoir quelle musique leur fille écoute dans sa chambre là-bas. Bon, Kalash, bon, je l'écoute pas vraiment, mais je l'aime bien. Je l'écoutais avant, mais là j'ai arrêté. Ah. Mais Louane, perso, je l'aime bien. Faut pas avoir peur du père qui est là. Non, elle n'a pas peur du père. Alors, oui, elle dit la vérité, non? Oui. La vérité, rien que la vérité. Oui, Louane, je l'aimais. Bon, vu que quand j'ai écrit, j'avais quel âge? 14 ans. 14 ans. Donc c'était du Louane encore que j'aimais bien. Voilà pourquoi j'ai... Voilà pourquoi je vais enchaîner mes questions quand même rapidement. Vite, le temps est contre nous. Les téléspectateurs nous suivent. Vous êtes ici comme, on va dire, une jeune modèle quoi, hein, pour les autres. Vous parlez de Kalash Criminel. Vous dites que vous l'aimez bien. Elle a pris le soin de ne pas mettre criminel. Mais Kalash Criminel, on sait... Non. Elle dit qu'elle aime le rappeur. Elle aimait le rappeur Kalash Criminel. Oui. Moi, j'aimerais souligner quelque chose. Nous connaissons les textes de Kalash Criminel. Vous avez envie de dénoncer le dérèglement des mœurs, les mots juvéniles. C'est paradoxal quand même. Vous avez aimé Kalash Criminel et vous dénoncez les mots. Dites-moi quelque chose s'il vous plaît. Non, moi je préfère qu'on ne pose pas une telle question. Moi je ne comprends pas. Non, Dixon, non, on n'est pas à un procès. Je ne fais que jouer mon rôle. Oui, mais attendez, à moins que je me trompe. C'est tout de même pas un procès. La musique qu'elle écoutait, c'était ça. Et puis elle a changé. Ce n'est pas au présent, c'est au passé. C'était au passé. Maintenant, elle a changé n'a plus lieu. Mais Louane, quand elle avait ses 14 ans, oui. Mais maintenant, elle pense à autre chose. Alors, on ne va pas lui faire un procès. Pourquoi elle écoutait Kalash autrefois? Et puis, il faut faire le procès des médias. Qu'est-ce que les médias présentent? Les radios, les télés et autres. C'est du Kalash Criminel avec les Louane et autres. Mais les enfants vont écouter quoi quand c'est ça qui est présenté? N'est-ce pas? Mais bien évidemment. Mais voilà, donc elle est là pour aussi éclairer la lanterne de la jeunesse en fonction de ce qu'elle a entendu. Pourquoi elle n'aime plus Kalash Criminel et aujourd'hui elle est celle qui dénonce aussi les mots. C'est pourquoi je voulais qu'elle réponde quand même à cette question pour que les téléspectateurs écoutent. Oui, il y a Fidèle qui est là. Oui. Par rapport à Dixon. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aimer quelque chose et d'en avoir le dégoût par la suite? C'est possible, non? Oui, c'est possible. Pour les humains. Mais justement, c'est ce elle est naturellement humaine, donc ce n'est même pas une question comme dit Alexis, ce n'est pas un procès. Et puis les écrivains, c'est cela. C'est-à-dire qu'ils partent du vécu ou du non-vécu pour transcrire, pour en faire un message, pour dénoncer, décrypter, corriger les mœurs. Et elle a trouvé les mots pour le dire. Voilà. Pour que les parents, tellement ils sont occupés,
savez que les parents sont très occupés. Hein? Excusez-moi, monsieur Alexis. Papa Alexis aussi, ça passe. C'est l'influence de papa. Mon père, excusez-moi. En fait, moi, depuis tout à l'heure, quand vous parlez de l'irresponsabilité des parents, ça me révolte. Je suis vraiment... Bon, venons-en là. Est-ce que c'est la responsabilité des parents ou des enfants? Chaque fois que les scandales arrivent en Europe, ce sont les parents qui ont tout fait. Et les parents, il y a des parents qui vendent leur âme au diable pour que l'enfant aille... L'enfant peut se retrouver en Europe et tu vas faire de la foutaise. Dans ce cas-là, c'est la faute à l'enfant. Pour moi, mais c'est Arnett qui disait autre chose. Un enfant conscient que mes parents ont fait on fait des sacrifices, on consentit des sacrifices pour moi, oui. À l'étranger, réussir ma vie et plus tard, lorsqu'ils auront leur retraite, que je puisse prendre soin d'eux et aller là-bas et faire du n'importe quoi. Dans ce cas-là, c'est ta propre faute. Tu ne dois pas aller dire que non, c'est le sorcier du village, que c'est papa et maman qui ont mal fait les choses. Arnett, c'est tout de même pas les parents qui ont tort. Je ne vois pas un parent dire à son enfant que non, lorsque tu vas là-bas, va trouver une grossesse, lorsque tu vas là-bas, va rentrer dans les gangs. Entre dans un gang, ce que les parents font toujours, chez nous c'est traditionnel, en Afrique, ils prient pour toi, pour les familles chrétiennes, pour d'autres, pour les kamites, ils mettent... Quelques gris-gris, amulettes et tout ça. Voilà, quelques gris-gris, ils vont te dire là où tu vas, souhaiter bonne chance, fais attention là-bas. Là où tu vas, la bénédiction de la famille te suit. Là où tu vas, il y a tes parents qui sont derrière toi. Toi, en tant qu'enfant, sois conscient. Pourquoi parler de l'irresponsabilité des parents? C'est Arnett qui avait dit ça. Alexis, s'il te plaît. Oui. Je voudrais intervenir là-dessus pour dire, revenons dans le texte. Que dit l'auteur? L'auteur se met à la place des personnages qu'elle a créés. C'est un démiurge. Il se passe que le titre, nous ne l'abordons pas. Nous allons dans tous les sens là. Le titre dit bien le tournant de ma vie. Ça peut arriver à chacun de nous tel que nous sommes là. Il y a toujours un tournant dans notre vie. C'est-à-dire quelque chose qui vient bousculer la trame. Ça me rappelle, comme tu parles des médias, quelque part en France, on parle de quelque chose qui a été bousculé un jour. Tout a chaviré en un jour, en un instant. Et donc, par rapport à ce décryptage que fait mademoiselle, je dis, comment le tournant est arrivé? Cet enfant qui part de Brazzaville, qui arrive à cette école, où elle subit le racisme, c'est la première des violences. Et puis elle rentre dans les gangs, simplement parce qu'elle voulait se faire des amis. C'est ça la volonté. Le premier motif du départ, ce n'est pas aller se faire des amis. C'est pour ramener le diplôme. C'est ça le message en fait qui est là. Et quand les parents disent, allez, ramenez-nous le diplôme, symbole de la réussite, mais l'enfant quand il arrive dans son environnement, le thème de l'environnement est là aussi. Les influences, Dixon parlait tout à l'heure des influences. Et voilà que l'enfant est influencé par cet entourage européen. Donc dans son lycée. À partir de ce moment-là, l'enfant qui se laisse influencer, chacun de nous peut se le faire aussi, l'enfant qui se laisse influencer ne regarde plus la motivation, l'objectif principal, et se laisse aller. Et dans ces gangs-là, malheureusement, elle est transmuée. Je parle même de... Monsieur le Père, c'est une transmutation totale. Bien sûr. L'enfant oublie ce pourquoi on lui avait dit la mission principale. La mission principale. Le tournant de la vie se passe à ce niveau-là. Donc la grossesse, ce n'est pas un fait volontaire encore qu'il s'agit d'un viol. On s'acharne sur le thème de la responsabilité, irresponsabilité, mais il y a des sous-thèmes qui sont à l'intérieur. Oui, mais comme vous avez... le vol, le viol. En tout cas, chacun de ces sous-thèmes peut constituer toute une émission. Exactement. Maintenant, où nous en sommes là? On envoie nos enfants en Europe, oui ou non? Maintenant, là où nous en sommes, c'est quoi? Quand le tournant de la vie arrive à chacun de nous, c'est les leçons à tirer. Les conséquences que cela peut produire, au niveau de la famille, qui a envoyé, les géniteurs qui devraient envoyer l'enfant en Europe, la famille qui reçoit l'enfant en Europe est responsable, parce qu'on n'a pas su encadrer l'enfant. L'enfant lui-même. Et je voudrais même aborder le problème de l'État, entre guillemets, que ce soit l'État français, que ce soit l'État africain, l'État congolais, enfin... l'État congolais, d'une manière particulière. Que fait l'État dans l'éducation, dans l'encadrement de nos enfants actuels?
Tout ça est bon, Il y a un mais libéral. qu'est-ce que nous faisons, les téléspectateurs? On envoie nos enfants, oui ou non? C'est ça ma question. Non, mais le problème ici, c'est l'éducation initiale. Quand un enfant a été bien élevé, On peut l'envoyer en Europe. il respecte ce que le dit des parents, et la mission des parents, c'est ce que vous voulez dire. On peut l'envoyer. On peut l'envoyer tout en respectant la mission initiale. Elle ne l'oublie pas. J'oublie un livre où on a dit à l'enfant, Alors, j'ai l'impression que vous refusez de répondre à ma question. Je voudrais moi, je veux juste lire les 3 premiers mots du texte. Oui. Les 3 premières Certainement, si interventions. ça va nous aider. Voilà. Judith, c'est la maman, énergique, entre parenthèses, donc avec beaucoup de ferveur, elle dit « J'espère que tu ne vas pas là-bas pour faire de n'importe quoi !» avec un point d'exclamation. Voilà la fille que répond-elle « Non, je sais, maman. » Claude, le papa, que dit-il? On fait tout cela pour que tu réussisses dans la vie. Ce sont les premières phrases du texte. Donc, il est clair qu'aucun parent ne souhaite voir son enfant aller à la pète. Maintenant, quelles sont les dispositions que le parent a prises? Parce que ce n'est pas le jour où l'enfant doit aller qu'on doit vérifier s'il est apte à tenir là-bas ou pas. Et si peut-être papa et maman ont décidé de ne pas aller, peut-être c'est parce qu'ils ont compris que le moment n'est pas venu. Peut-être qu'elle a besoin, la connaissant, qu'elle a besoin peut-être de s'affirmer d'abord, de s'affirmer dans sa personnalité. Papa et maman devaient être conscients des dangers qui sont là-bas. Et donc, en même temps aussi, comme disait M. Biakoro tout à l'heure, les responsabilités sont partagées. On ne peut pas mettre l'accent sur le parent, sur l'enfant. Ben, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes en train de grandir, et un enfant qui est dans un processus de croissance, on ne peut pas attendre d'un enfant qui soit sérieux à 17 ans. Comme dit une expression commune, on n'est pas sérieux quand on a 18 ans. Donc, à partir de là, je pense que les responsabilités sont partagées. Faut-il envoyer? Ne faut-il pas envoyer? Eh bien, on peut décider d'envoyer pour certains et de ne pas envoyer pour d'autres. Ce qui a été le cas pour Henriette, et on peut le faire pour d'autres. Voilà. Oui, je ne vais peut-être pas bondir sur ce que vous avez dit, mais je vais un peu en accord avec mon père qui dit que les responsabilités, si je peux dire, sont partagées. Pourquoi je parle, je dis qu'il y a un peu l'échec par rapport à l'éducation, parce que nous savons tous qu'en lisant que c'est une ado, et quand quelque chose comme ça lui arrive, c'est vers les parents qu'on va repartir, c'est vers les parents, ce sont les parents qu'on va accuser. C'est vrai qu'il y a sa responsabilité à elle, mais c'est une adolescente, la charge, ou plutôt la loi va plutôt condamner parce que c'est quelqu'un qui est encore mineur. Voilà, merci. Elle est encore mineure sous la charge, que ce soit de ses parents qui étaient restés ici ou encore ceux qui étaient avec elle là-bas. Mais j'ai une autre question, Madame Henriette. Je suis sûre qu'elle a pris le temps de cogiter dans son coin, dans sa bulle. Bon, disons seulement Henriette. Madame Henriette, ça peut lui donner quelques 25 ans, 26. Bon, Henriette. Ok, d'accord. Mais non, après la publication de ce livre, à quoi vous attendez, vous? Vous avez publié, oui, nous avons lu. Qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Du changement au niveau de la jeunesse et au niveau des parents aussi. D'accord, le changement. N'est-il pas le vrai changement des mentalités. Merci voilà. beaucoup. Tant du côté des jeunes que des enfants que des parents. On dit souvent qu'avant de changer les gens ou de changer le monde, on doit d'abord se changer soi-même. Opposition. Voilà. Je m'oppose à cette question-là. Non. Attendez, ça c'est une question tendancieuse. Non, mais attendez. Moi je m'amène. C'est comme si, c'est comme si à l'église, le prêtre dit, ne faisons pas ceci. Alors nous disons, mon père, avant de dire, non, attendez. Ou le pasteur, non. Pasteur, l'homme de Dieu, non. Elle a constaté des choses. Je résume un peu la pensée, vous me rattrapez si ce n'est pas ça. Elle constate. Vu son tempérament, vu son caractère, elle sait que si jamais elle reproche aux autres, c'est des menaces, c'est des problèmes. Maintenant, elle écrit. Elle-même, elle avait été trahie. Une promesse non tenue des parents. Mais on a compris, chemin faisant, que les parents avaient refusé par mesure de prudence pour la sécuriser. Maintenant, quand elle est restée tranquille, quand elle s'est évadée dans l'écriture, c'est là qu'elle s'imagine arriver là-bas avec toutes les conséquences qui vont avec. Et donc, elle écrit, n'est-ce pas? Mais c'est ça que nous retenons.
pour éduquer à la fois et les jeunes et leurs parents. Mais on ne va pas lui demander elle-même si elle est sainte. Quand même. Moi, j'ai une question. J'ai une question. L'écrivaine elle-même se gratte la tête. Elle est sainte. Elle est sainte. Elle est sainte. Oui, elle a dit. Elle-même, elle est irréprochable. Non, moi, je vais juste rebondir sur un truc. Je dis juste 2 mots. Et puis Dixon va prendre la parole. Concernant ce que mon père a dit, pour d'autres que les enfants qu'on peut envoyer et d'autres qu'on ne peut pas envoyer, tout décidera. En fait, il y en a que de ceux qu'on peut envoyer, il y en a de ceux qu'on ne peut pas envoyer. Dit comme ça, cela ne paraît pas comme étant discriminatoire. Voilà, discriminatoire et être partial, parce qu'il y a des enfants qui vont se dire que moi je suis digne de partir et vous dites que non, il y en a d'autres qui ne partent pas. Alors, on ne produit pas des êtres en série. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moule dans lequel on va charger et puis on va tirer des personnes. Voilà. On éduque des personnes et chaque personne est une réalité unique et particulière. Elle a ses traits de caractère, elle a ses capacités, elle a ses aptitudes, elle a ses limites. Et donc, quand je le dis, c'est quoi? C'est que la responsabilité du parent, c'est d'abord de connaître son enfant et d'être lucide et vrai avec soi-même. Je sais que cet enfant, tel qu'il est là actuellement, il aura des difficultés à s'en sortir. Chaque parent devrait le savoir, à mon avis. Vous qui avez des enfants, vous devez le savoir parce que vous les connaissez mieux. Et maintenant, en tant que parent, il y a parfois des décisions difficiles à prendre. Envoyer un enfant n'est pas nécessairement la meilleure chose pour cet enfant-là à ce moment-là. Voilà pourquoi je dis, c'est une question de discernement et de choix. En tant que parent, on est censé savoir que voilà, à ce moment, qu'est-ce qui est mieux pour cet enfant-là et qu'est-ce qui n'est pas mieux pour cet enfant. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est un de mes petits cousins qui, justement, les parents ont décidé qu'il aille en France simplement parce qu'il était très turbulent. Il n'arrivait pas à se tenir, très turbulent. Voilà, on décide de l'envoyer en France. Arrivé en France, c'était au moment où les affaires de la Syrie commençaient un peu à faire beaucoup de bruit. Le voilà qui se retrouve justement dans un gang avec des jeunes arabes et il se retrouve enrôlé dans l'islam et le voilà qui se radicalise et veut aller en Syrie. Qu'est-ce que les parents ont fait? Ils ont dû lui dire, ok, écoute, il faut que tu ailles au pays, ta grand-mère est malade, tu vas faire 2 semaines et puis tu reviens, on ne sait jamais, peut-être si elle s'en va, elle souhaite te voir avant de mourir. Et donc, il est rentré, on a confisqué le passeport. Dans un cas comme celui-là, qu'est-ce qui est bien pour cet enfant? Est-ce que aller en France est un bien en soi? Je ne pense pas. On peut très bien s'épanouir en Afrique, on peut avoir une très bonne éducation. D'ailleurs, le mouvement qu'on observe de plus en plus, bon, peut-être dans le cas des États-Unis où il y a beaucoup plus d'exemples que j'ai pu observer là-bas, il y a la plupart des couples, dès qu'ils ont un enfant, dès que l'enfant a à peu près 3 ans, on le renvoie en Afrique. Il fait sa formation primaire en Afrique et ce n'est peut-être qu'après le bac qu'il peut repartir là-bas. Qu'il soit bien éduqué. Quel est donc le fond qu'il y a derrière? Je ne suis pas en train de dire qu'envoyer un enfant en France, c'est qu'il va se perdre. Bon, quand je dis la France, il y a beaucoup plus de chances de se perdre. Voilà. Oui. Il y a des enfants qui sont partis et qui ont très bien réussi. Et je suis sûr qu'Henriette aurait très bien réussi. Très bien réussi. Et donc, mais il peut arriver qu'on doit faire des choix qui s'appliquent à certains et qui ne s'appliquent pas à d'autres. C'est le principe de l'humanité. C'est clair, mon père. Et Dixon, excusez-moi. Donc, c'est retenu, c'est clos sur cet aspect-là, que non, si jamais les parents n'avaient pas tenu leur promesse, c'est parce qu'ils avaient vu le danger de loin. Et grâce à ça, il y a le livre. Parce qu'on imagine mal Henriette en France nous sortir ce livre-là. Il y aurait certainement eu les gangs. Elle-même, elle a décrit déjà, elle a prophétisé. Alors, Dixon brûlait d'impatience. Déjà, il faut montrer aux téléspectateurs. Hein, voici ce livre, Le tournant de ma vie, écrit par Henriette. Moi, je suis encore sur ma soif. J'aurais voulu voir Henriette parler. J'ai l'impression que nous promouvons ici sa timidité, quoi. J'ai entendu le professeur parler de l'État, le père parlait aussi des gangs. Justement, ma première question partait dans ce sens-là, parce que cet enfant qui quitte le pays se retrouve en France.
se retrouve dans les gangs. Est-ce que depuis son pays d'origine, il n'accordait pas assez d'intérêt à ce groupe de personnes? C'est une question que je me pose. Pourquoi? Parce que nos enfants, aujourd'hui, suivent de plus en plus la télé et s'intéressent de plus en plus aux gangs, s'intéressent de plus en plus à ce mouvement hip-hop où nous retrouvons des gangs. Et moi, dans ma question, je m'attendais à ce qu'elle dise aux téléspectateurs: faites attention avec le rap que nous écoutons. Faites attention avec le... Elle a dit ça par écrit, oui, Dixon. Monsieur Elle a dit par écrit. À moins que vous soyez contre sa timidité. Si vous êtes contre sa timidité... S'il vous plaît, oui. autre chose. Autre chose. Je pose à elle la question. J'aimerais qu'elle réponde. C'est à vous qu'on pose la question. Pour répondre. Ok, elle écoute. Le professeur a parlé de l'État. Une question simple. Avez-vous un avis comparatif sur l'école française, l'école africaine en général, mais l'école congolaise en particulier? Pourquoi nos parents ont tendance à envoyer nos enfants étudier à l'école en France? Une question de curiosité. Et pourquoi nous constatons aujourd'hui l'exode des cerveaux? Pourquoi cet exode des cerveaux de l'Afrique à l'Europe? Mais est-ce qu'elle sait même qu'il y a exode des cerveaux? Mon père, Alors, venez à notre secours. La question du pourquoi, nous sommes dans un univers littéraire, c'est-à-dire dans l'univers de la fiction. La question n'est pas la question du pourquoi, parce que le pourquoi, c'est une question, comme disent les philosophes, une question de causalité. C'est-à-dire, nous allons chercher les éléments qui déterminent un fait social ou une réalité que nous observons. Et ne peut répondre à la question du pourquoi que qui a les éléments pour justifier ce qui a fait qu'on arrive au pourquoi. C'est-à-dire, je peux vous demander pourquoi vous avez utilisé tel mot dans votre slam plutôt que tel autre. Parce que c'est vous qui avez produit le slam. C'est comme elle qui a écrit le livre, voilà. qui raconte Mais l'histoire. maintenant, les mots de la société, pourquoi les parents ne font pas ceci, pourquoi les parents ne font pas cela, je pense qu'il faut distinguer à ce niveau la part des responsabilités. Merci mon père. Et l'aptitude à répondre. Dixon, mais merci mon père. Dixon, votre question là, c'est comme si vous demandiez à Henriette aujourd'hui pourquoi elle s'appelle Henriette. Ou bien pourquoi est-ce qu'il pleut? Pourquoi est-ce qu'il pleut? Peut-être qu'elle a eu des leçons à l'école là-bas. Voilà, les parents envoient des enfants en France avec les conséquences que nous savons. C'est aux parents, lorsque nous attraperons le père et la mère d'Henriette sur ce plateau, à ce moment vous poserez ces questions-là. La fuite des cerveaux, c'est quand même pas de son âge, même si elle est maintenant dans la cour des grands. Non, mais je peux répondre. Mais elle peut répondre. Non, c'est bon, elle peut répondre. Justement, Elle peut répondre. Nous parlons de Ah, c'est celle qui bien. observe la société comme elle dit les jeux. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai vraiment compris, mais d'après moi, les parents, pourquoi les parents envoient leurs enfants en France? C'est parce que ici, Les conditions. les conditions ne sont pas très bonnes. Voilà, simplement. Elles ne sont pas très bonnes parce que là-bas, tu peux envoyer ton enfant au lycée, tu sais que ton enfant aura facilement l'opportunité, facilement. Oui, les conditions d'études et tout ça, l'opportunité d'étudier tout ça. Les choses vont bien se passer. Pour aller à la fac facilement. Et par contre, ici, si ton enfant a le bac et tu l'envoies, il y a des démarches à faire qui vont peut-être durer, peut-être compliquées. Et puis ça coûte les yeux de la tête. Voilà, ça coûte cher. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. C'est pourtant simple. Tout ce que nous attendons. Simple, maintenant, pourquoi tout encore ce que nous attendons. académiques? C'était déjà simple, Dixon. Moi, je la considère. Heureusement qu'elle s'en est sortie. Sur ce plateau. Parce que ça nous a fait peur, là. Je pense qu'elle a des capacités que nous ne voyons pas. Lorsqu'on se met à écrire un livre, ça veut dire qu'on a quand même un regard sur la société. Et même quand on a 15 ans ou 16 ans, on peut répondre à de telles questions. C'est ça que j'attends simplement d'elle. Il ne faut pas oublier qu'elle a dit que la majorité, c'est purement fictif. C'est purement son imagination. Mais est-ce que c'est une histoire qu'elle a reçue de quelqu'un ou c'est elle qui imagine? Bien que ça soit fictif, c'est dans son imaginaire. En tout cas, ne l'empêchons pas à s'exprimer. Elle a certainement des choses à dire ou à éclairer la lanterne des autres qui ne comprennent pas ce que elle a compris. C'est pour ça que je lui pose des questions. On a visiblement affaire à une
une grande écrivaine, Oui. un vrai génie qui est là, on accepte. Mais est-ce que c'est aussi gentil pour nous de lui demander, par exemple, la responsabilité de l'État Non. dans la décadence de cet enfant envoyé? Bon, d'accord, on va poursuivre. Non, mais notre- peut-être qu'elle sait en tant qu'écrivaine, oui, mais quelle est la responsabilité des parents? C'est quand même aux parents de répondre à cette question. D'accord? Heureusement qu'elle s'en est sortie. Hein? On acclame encore pour elle parce que là, elle nous a étonnés. Bien, je sais qu'il y a à boire et à manger, mesdames et messieurs, mais l'auteur, quoique jeune, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Pierre Corneille. Donc, le 4 novembre, à la mairie centrale, avait quand même pris la parole, elle-même aussi, pour dire 2 mots. Et il y avait eu des questions du public dans son innocente timidité. Mais attention à cette timidité, ça cache un tsunami comme au bord de la plage, les gens se prélassaient là. Il y avait des vagues qui arrivaient, qui repartaient. Mais il y en avait une au fond qui se préparait. Donc cette timidité, elle n'est pas faite de faiblesse. Dixon a raison quelque part. Hein? Même si nous, on déplore le fait que les questions de Dixon sont un peu académiques. Mais bon, Dixon est sûr de l'inviter sur ce plateau. Ok, c'est tant mieux. Alors s'il nous était donné un tour d'horizon pour dire quelque chose pour l'atterrissage, parce qu'on ne peut pas tout finir. On n'a pas eu le temps de parler des parents, mais on a creusé quand même la problématique. S'il nous était donné de conclure, un temps soit peu, que dirions-nous? Moi, vous me permettez, bien sûr. Mhm. Moi, je dirais que je suis très ravie, très heureuse d'avoir pu rencontrer une dame, bon, on a dit Henriette. D'avoir pu rencontrer Henriette parce qu'à son jeune âge, elle est capable de faire des choses que très peu de jeunes aujourd'hui sont aptes à faire. Et de plus qu'elle est mon homonyme, je me sens encore plus heureuse. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est Moi, clair. pour ma part, je dirais qu'Henriette ici, au fur et à mesure que j'ai eu le plaisir de l'écouter, c'est quelqu'un qui a choisi la discipline, c'est quelqu'un qui a choisi la douleur de la discipline plutôt que la facilité de la distraction. Et avec ce livre, elle vient enrichir notre beau pays, elle vient encore ajouter. Donc vraiment, en tout cas, ma belle, chapeau. Merci. Alors, moi je pense que... Il y a un goût d'inachevé. Non, ce que je veux dire c'est que, oui, c'est bien de te féliciter, mais moi j'aimerais plutôt te dire qu'il faut se préparer conséquemment à la réussite de la promotion de ton livre. C'est d'abord toi. Et c'est maintenant que ça commence. La prise de parole en public, le courage. Il n'y a pas, M. Alexis le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend, mais tout ça, ça dit tout. Ça dit tout. Moi, je connais des enfants de 15 ans. J'ai enseigné à Domeder, j'ai enseigné sur la prise de parole en public. J'ai rencontré des enfants de 14 ans, 15 ans qui parlent de leur observation qu'ils ont faites sur la société. C'est maintenant qu'il faut défendre tes idées. C'est maintenant qu'il faut apprendre à défendre tes idées. Et c'est ça que moi je tenais à te dire. D'ailleurs, je venais pour te secouer et non pas pour écouter. C'est vrai que moi je suis content d'écouter nos pères, mais je venais plutôt ici pour te secouer parce qu'il y a des enfants de ton âge qui te suivent. Et il est important pour toi d'inspirer ces enfants-là. Vous voyez? Et donc moi je venais justement dans l'objectif de te secouer pour donner du plaisir aux jeunes, aux élèves, aux enfants qui nous suivent, de vouloir être comme toi parce que pour moi tu es déjà un exemple. Quelle réponse à ça? Merci pour le conseil. Ah, très bien. Fidèle. Bien, je voudrais dire pour chuter que Henriette est une merveille. Et on dit souvent lorsqu'on produit une œuvre, on ne se rend pas compte des ondes que ça peut produire. Et aujourd'hui, Henriette, comme disait Dixon tout à l'heure, devrait porter la veste de celle qui a produit quelque chose qui devient un chef-d'œuvre à partir des médias. Je dis bien à partir des médias. Médias au pluriel, hein. YouTube et le reste. Mais, on a déjà dit, moi je ne répète plus, hein, le conseil pour te démasquer, pour devenir plus bouillante que le livre. Mais mon vœu, à toi écrivaine comme aux parents, je voudrais que ce texte-là soit dit un peu partout en spectacle. Ça enrichirait encore beaucoup plus ce que vous avez voulu faire. Et pour le reste, bon vent.
Alors, je n'ai qu'une seule chose à dire. À quand le prochain livre? Je ne sais pas encore. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. C'est pour une façon de dire que vraiment il faut continuer dans ce sens-là. Et en tant qu'accompagnateur des jeunes, des élèves à Javoué, c'est un témoignage, c'est un exemple pour nous. Et c'est aussi un motif de fierté de savoir que nos jeunes ne sont pas que des voyous et des voyelles. Ils sont aussi des personnes capables, ils sont des consonnes, ils sont capables de se conjuguer au pluriel, d'avoir de la créativité, de mettre leur génie au service de l'histoire. Parce qu'un livre, quand il est écrit, il n'appartient plus à son auteur. C'est comme un enfant. Il devient un bien de l'humanité. Et donc, ce livre n'appartient plus à Arieti. C'est pourquoi nous voulons le suivant. Voilà. Merci beaucoup. On peut l'applaudir quand même. On peut applaudir. Elle mérite ses applaudissements. Alors, Henriette, pour ne pas dire madame, conclusion, que dites-vous pour terminer cette émission à tous les téléspectateurs qui vous suivent? Acheter, c'est très intéressant et très éducatif. Et c'est tout. C'est tout. Elle est avare de paroles. Mesdames et messieurs, on l'aura compris, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. C'était donc pour nous décoller, pour décrypter tant l'écrivaine dans sa timidité, son innocente timidité, qui, loin d'être une faiblesse, est une force énorme. C'est pas un péché, mais c'est au contraire une valeur. Et donc, nous avions en même temps jeté un coup d'œil sur la cérémonie telle qu'elle s'était passée, sur 2 ou 3 extraits. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais Pierre Tsemou avait eu des mots pour féliciter, remercier donc le père et la mère qui avaient conjugué des efforts pour accompagner l'enfant, parce que justement c'est ça aussi ce qui manque dans nos maisons. L'enfant est un très bon dessinateur. Quand il prend il dessine même dans les cahiers de ses aînés là. Mais on le tape seulement. Personne n'a dans l'idée que la dictée, les questions de cours, c'est pas son problème. Lui, c'est le dessin. Donc personne ne l'accompagne. Dans le cas d'espèce ici, d'abord les parents sont surpris. Ensuite, les parents abordés par l'enfant essaient de regarder et accompagnent l'enfant. Donc Saint-Pierre des Mots, Pierre Tsemou, avait eu des mots en public pour remercier ses parents. Et c'est par là que nous vous disons déjà au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. On peut acclamer pour Henri.